Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Chief Ephraim Inoni, Urbain Olangena Ono, professeur Gervais Mendozé, signe particulier, détenu de l'opération Épervier et actuellement malade. Comme leur compagnon d'infortune, Yves-Michel Fotso, leur état de santé mérite que l'on s'y intéresse un tant soit peu. Si Yves-Michel Fotso se retrouve depuis bientôt 2 semaines en territoire chérifien pour des soins sur autorisation de Paul Biya, en sera-t-il de même pour les autres prisonniers de luxe malades? Le décret numéro 92-052 du 27 mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun, dans son chapitre 2, prévoit un accompagnement pour les détenus malades. Article 33, alinéa 1, dans tout établissement pénitentiaire, il doit être aménagé une infirmerie ou un local destiné à recevoir les malades. Le plateau technique est-il à la hauteur des espérances? Là est la grande question. Equinox Soir, c'est tout à l'heure à 20h, la grande édition d'informations présentée, cette fois par Nadine Yambou. Tout de suite après, ce sera le débrief. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant, c'est le fait du jour. Situation sanitaire des prisonniers, que dit la loi? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Valérie Mandengue. Bonsoir Valérie. Bonsoir Serge. Bienvenue sur le plateau. Bonsoir à l'ensemble des compagnies. C'est toujours un plaisir de répondre aux invitations d'Equinox Télévision. Je profite par là et par l'occasion que vous me donnez de saluer ici l'acte d'accompagnement qui a été fait par le chef de l'État mercredi aux déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest. C'était dans la région de l'ouest. Il a été représenté par le ministre Paul Atangadji qui a ramené à ces populations-là, à ces déplacés, un message de réconfort du chef de l'État. C'est ainsi 700 familles, près de 3000 personnes qui ont reçu assistance dans le cadre, dans le sillage du plan d'urgence humanitaire commandité par le chef de l'État. Donc c'est le lieu pour moi de saluer cet acte et de continuer à demander à ces populations d'être fortes et courageuses. La République est avec eux. Ok. La République exemplaire, c'est ça? La République du Cameroun. Ok. Exemplaire en construction, elle est avec. La République du Cameroun, monsieur. Merci. Merci Valérie Mandengue. Mandaté par le RDPC, c'est bien cela? C'est bien cela. Voilà. Quand on dit RDPC, on voit forcément le MRC à côté, les alliés. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir Serge Alain. Merci de m'avoir une fois de plus associé à ce grand rendez-vous devenu un culte. Oui. Croyez-moi, à l'heure où nous sommes, c'est le Cameroun tout entier qui regarde Equinox Télévision et c'est pour moi un plaisir, n'est-ce pas, de faire partie de ce panel. Voilà, quand on parle des prisons, vous avez de la matière, Gaëtan. Ah oui, j'en sais quelque chose. Je peux aujourd'hui parler de ce sujet-là et de bien d'autres. Mais de la prison, oui. De la matière, j'en ai. Et je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison que je suis sur ce plateau. Oui, quand j'ai mis ça, j'ai pensé à Gaëtan tout de suite. Ah oui, je le sais. Et tout le plaisir pour moi, Serge. Ok. Bienvenue, Gaëtan, mandaté par le MRC et les alliés. Vous faites bien de le préciser. Je parle ici aujourd'hui au nom du MRC et des alliés. Ok. Voilà. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs, particulièrement ceux qui sont à la cité SICAM et ceux qui sont à Lokbaba qui regardent beaucoup cette émission. Ils m'ont fait l'honneur de me le faire savoir lorsque j'étais de passage dans ces deux quartiers. Ah, c'est un honneur quand ils vous disent qu'ils regardent l'émission. Oui, parce que ils auraient bien pu regarder puis rester calmes. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit on regarde l'émission et on est très fiers de voir les sujets qui sont abordés, la façon dont c'est traité. Le sociologue Jonathan Batenguene sur ce plateau. Maître Charlotte Yacounte, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci de m'avoir invité. Oui. Bonsoir particulièrement à tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui nous regardent. Et je dis c'est toujours un privilège pour moi que de partager
les petites vérités que je connais et qui sont liées au sujet du jour. Donc, voilà, vous maîtrisez bien cet environnement-là. Pour y avoir travaillé, oui, j'ai travaillé dans les prisons, je continue d'y travailler, donc je crois être outillée pour la circonstance. Maître Charlotte Chakonté, avocate au barreau du Cameroun. Oui. Mais dites-moi, pourquoi on est appelé à évacuer un détenu? Comment on en arrive là? Honnêtement, c'est la première fois que j'apprends qu'on a évacué un détenu en 23 ans de métier et de pratique des prisons. J'ai jamais été au courant d'une histoire pareille. Et je suis d'autant plus surprise parce que il n'y a pas longtemps, j'ai formulé une demande dans ce sens concernant un détenu qui est dans un état vraiment délabré. Oui. Oui. Et le plateau technique de cette prison est naturellement insignifiant. Et le gars est sur fauteuil roulant. Il est toujours détenu? Il est toujours détenu. Il est là. Et l'autorité compétente m'a fait part de ce qu'on ne peut pas. La famille est prête à le faire suivre parce qu'il a besoin d'une opération chirurgicale qui ne peut pas se faire au Cameroun. Et quand j'ai rencontré l'autorité compétente la première fois, elle était sensible, mais elle m'a dit non, mais saisissez-moi par écrit. Je l'ai fait et naturellement, après étude du dossier, elle m'a dit non, les faits qui lui sont reprochés sont assez graves, donc on ne peut pas. Le gars est donc en prison, il ne peut pas être soigné, et il va attendre, c'est la mort qui va le prendre, il va survivre, on ne sait pas. Donc je souhaite que... j'espère que d'ici la fin de l'émission, vous allez me donner l'alchimie par laquelle Yves Michel est passé pour se retrouver de l'autre côté. Justement, ça pose un problème, hein, Valérie. Je commence par vous, Valérie. Voilà, vous venez de suivre un cas. Ce que tout le monde veut comprendre, c'est parce que c'est Yves Michel Futso. Je peux donner le nom de la prison, le nom du détenu en question pour dire que c'est vrai, c'est du... Que c'est vérifiable. À l'instant même. Non, on ne va pas donner le nom. Bien sûr. Je voudrais rassurer... Oui, Valérie, sur cette situation. C'est 2 poids 2 mesures. Non. Je voudrais rassurer Maître Chakonté qu'il n'y a pas une alchimie particulière. Un homme emprisonné ne perd que sa liberté. Le reste de tout ce qui est en termes de droit lui est toujours reconnu, parmi lesquels le droit à la santé et le droit à des conditions minimales en termes de détention. Ça, il faut déjà le dire. La deuxième chose, c'est que pour la thématique qui est la nôtre ce soir, effectivement, Maître le précise très tôt, de savoir comment est-ce que des détenus peuvent se retrouver à l'extérieur et d'autres non. Il faut savoir une chose, c'est pour ça que j'ai été surpris dès l'entame que Maître s'exprime en ces termes, parce que Yves Michel Futso n'est pas le premier détenu au Cameroun qui bénéficie d'une évacuation sanitaire. Il y en a eu avant lui. Et c'est dans les archives de nos chroniques judiciaires. Cependant, donc, il faut ici, d'emblée des jeux, établir une distinction. Nous avons ici l'évacuation sanitaire des personnes physiques publiques et l'évacuation sanitaire des personnes physiques privées. L'évacuation sanitaire des personnes physiques publiques obéit et est encadrée par la loi de 2000 qui porte les modalités du droit à la santé des fonctionnaires. Ce n'est pas la thématique en question aujourd'hui. Ce qui nous concerne, c'est les personnes physiques privées. Et dans le cas d'espèce, nous avons des détenus et des prisonniers. Mention bien faite entre la distinction entre un détenu et un prisonnier. Dans le cas d'espèce, les prévenus et les prisonniers. Voilà. Maintenant, mention ici est faite pour savoir comment est-ce que un prisonnier peut se retrouver en évacuation sanitaire. Je voudrais indiquer ici à l'endroit des populations qui nous suivent, parce qu'effectivement, lorsque nous sommes sur des plateaux tels que le vôtre, nous avons pour rôle d'éduquer aussi les masses, que une demande est faite d'autorisation d'évacuation par le requérant, c'est-à-dire le prisonnier. Il fait une demande, oui, il demande à être évacué à la présidence de la République. Et maintenant, le président de la République cote le dossier au ministère de la Santé, qui, à travers le Conseil national de la santé, après expertise, après examen, étudie le cas en question, c'est-à-dire le cas du patient,
et transmet ses conclusions au ministre de la Santé qui ensuite diligente tout cela vers la présidence. Donc, l'évacuation sanitaire ici, si je peux résumer de ce que je viens de dire, procède ici du pouvoir discrétionnaire du président de la République du Cameroun. Et je pense, je le dis sous le contrôle de maître, ce sont des prérogatives qui sont liées à la fonction présidentielle. Donc, pour le reste, je pense que plus nous allons évoluer dans l'émission, plus nous allons rentrer dans les spécificités. Comment et pourquoi certains dossiers peuvent être bloqués et d'autres peuvent passer. Donc, c'était pour éclaircir déjà Maître Tchakouté et l'ensemble des populations qui nous suivent. Parce que cette opération, si on peut le dire ainsi, ce processus n'obéit pas à des têtes chercheuses. Elle obéit à une programmation, elle obéit à un schéma qui est bien établi dans l'ordonnancement judiciaire camerounais. Ok. Gaëtan Kakam, pour vous, c'est pas 2 poids 2 mesures tel que semble expliquer Valérie Mandengere? C'est Jalin, je suis toujours surpris quand je suis en face d'un militant du MRC, du RDPC autant pour moi. Vous comprendrez que je n'aime pas trop prononcer ce nom. Pourquoi? Bon, les raisons, vous les connaissez, hein. Parce qu'ils sont maîtres dans l'art de la mauvaise foi. C'est quand même assez surprenant de venir sur un plateau nous expliquer qu'il n'y a pas du 2 poids 2 mesures. Il faut avoir été en prison. J'explique la procédure. J'y ai été. Je vous ai écouté, monsieur Valéry. Je vous ai écouté, s'il vous plaît. Vous n'allez pas nous arracher la parole en même temps. Donc, je disais, c'est Jalin que c'est du 2 poids 2 mesures au Cameroun. Pour avoir été en prison, je peux le dire aujourd'hui avec toute la conviction qui peut être attachée à cela. Mais déjà, avant même qu'on arrive à l'évacuation sanitaire, je voudrais qu'on se pose une question. Pourquoi a-t-on besoin de se faire soigner à l'étranger? C'est ça la véritable préoccupation. Parce qu'on ne peut pas se réunir là. Toutes les structures. On ne peut pas être réunis là pour s'interroger sur qui doit être évacué et qui ne doit pas l'être. Je crois que nous sommes un pays sérieux. Nous sommes un pays qui est bourré de ressources et le citoyen camerounais pouvait espérer et mérite même d'être soigné dans son pays. Même s'il est en prison, parce qu'il a bien fait de le mentionner dès l'entame de son propos, dès qu'on est en prison, on ne perd que le droit, on ne perd que son droit sa liberté d'aller venir. Mais on maintient le droit à la santé. Ce qui, n'est-ce pas, de la vie de l'ex-prisonnier que je suis, n'est pas le cas sur le terrain. Voyez-vous, j'ai été souffrant en Kondengui. Je connais plusieurs personnes qui ont souffert là-bas, mais qui ont dû faire des pieds et des mains, utiliser toutes les pirouettes du monde pour se faire soigner. Je peux vous donner des détails si vous le souhaitez. Pour parler de mon cas, par exemple, je suis malade. Je suis atteint d'une fièvre typhoïde qui a été détectée à l'hôpital. J'ai dû débourser une somme que je préfère ne pas préciser ici pour les examens. Et je vous fais l'économie du temps que j'ai dû mettre. Ça se passe à la prison de Kondengui ou bien vous sortiez pour... À la prison de Kondengui, dans ce qui fait office d'infirmerie. Il y a une infirmerie là-bas. Oui. D'accord. Alors, j'ai dû prendre du temps pour attendre les résultats de mon test. J'ai payé pour cela. Aller chercher, aller savoir d'où me vient cet argent alors que je suis privé de tous mes mouvements. Je suis en prison, mais il faut payer pour les examens. Ensuite, quand les résultats arrivent, les résultats que voici... Ah, vous êtes venu avec l'ordonnance? Bien sûr, parce que des gens viennent bien dire, vous pouvez y jeter un œil. Oui. Et il y a même plus surprenant, parce qu'à côté de cela, il y a ce bout de papier, maître. C'est également une ordonnance de la prison, de l'infirmerie, de la prison centrale de Kondengui. Vous n'avez qu'à apprécier la forme. Alors... Ça, c'est un agenda, ça? Bon, c'est une ordonnance. Comment? C'est ce que j'ai reçu à la prison centrale de Kondengui. Pour les médicaments, on m'a prescrit 3 perfusions. J'ai dû débourser 15 000 francs pour les avoir. Alors que c'est un droit. Le droit à la santé. Je crois que c'est de ça que nous parlons. Et puis après, il fallait compléter. Il fallait compléter. Maître va nous édifier. Je ne suis pas juriste. Elle va nous dire comment ça doit se passer. Mais je vous parle de ce qui se fait sur le terrain. On m'a prescrit des perfusions. J'ai dû débourser de l'argent pour les acheter, pour les acquérir. Et plus tard, il fallait poursuivre le traitement avec des médicaments. Ils m'ont dit très simplement que, messieurs, si vous ne pouvez pas les acheter, faites comme vous voulez. Et j'ai dû utiliser d'autres couloirs pour avoir ces médicaments de l'extérieur de la prison. Et quand bien même vous les achetez à l'extérieur, pour qu'ils entrent, c'est une autre paire de manches.
Parce qu'on va vous parler de la douane, c'est un thème de la prison, on va vous sortir. La douane, c'est-à-dire? Vous avez, je ne sais pas moi, ce téléphone. Oui. C'est vrai que c'est interdit en prison. Parlons du médicament. Vous avez donc vos paracétamol, vous arrivez à la guérite. On vous dit non, ça ne peut pas entrer. Il faut monnayer. C'est ça qu'ils appellent la douane. Donc vous avez un médicament d'une valeur de 10 000 francs. Ils vous exigent 1 000 francs par exemple. Et si vous n'avez pas payé, les médicaments restent dehors. Alors que vous êtes souffrant. Alors que vous êtes souffrant. Ce n'est pas vous, parce que vous avez dû passer le message à l'extérieur, c'est peut-être votre conseil qui arrive, ou un frère, ou je ne sais plus trop, mais vous êtes à l'intérieur, vous êtes souffrant. Et il faut payer pour que les médicaments entrent. Je pense que c'est de ça qu'on devait parler au lieu de nous parler d'évacuation sanitaire, parce que je suis convaincu aujourd'hui que le citoyen que je suis ne peut pas rêver d'une évacuation sanitaire à l'état actuel des choses. Jonathan Batengele, vous venez de suivre, on a fait le tour là, il manque votre regard de sociologue. Oui, à entendre à chaud les explications de M. Ngankam, c'est tout à fait un milieu qui confirme déjà les prédispositions dans lesquelles j'étais. C'est-à-dire, quand vous faites une sorte de littérature sur le sujet, vous allez remarquer que tous les juristes capés qui parlent du dispositif pénitentiaire disent que le côté social est vraiment le parent pauvre de cette histoire. Et le régime pénitentiaire, je vais rentrer parce qu'il faut aborder avec tous les éléments. Le régime pénitentiaire qui est institué par le décret du 27 mars 1992, oui. Ce décret donne les pleins pouvoirs à l'exécutif d'orienter le régime pénitentiaire lui-même. Et c'est au nom de ça que l'ingérence de l'exécutif peut se faire ressentir constamment dans le dispositif en place. Donc la lecture que moi je fais, ou bien que nous pouvons faire là-dessus, c'est que l'exécutif s'étant prévalu le droit d'organiser le régime pénitentiaire, et quand vous voyez comment ça se passe, il n'y a pas eu des textes législatifs qui sont venus compléter ce dispositif-là et dont est restée la panacée de l'exécutif. Donc à ce titre, l'exécutif a donc la capacité de continuer d'imprimer de nouveaux éléments. Ça va un peu fragiliser votre position du RDPC, parce que Valérie, du RDPC. Il parle au nom du RDPC, donc il est la voix du RDPC sur le plateau. Donc, si l'exécutif peut tout le temps amener de nouveaux éléments et qu'il n'y a pas une loi de référence qui permet à tout le monde d'être logé à la même enseigne, effectivement, ça donne une impression d'arbitraire dans le choix de l'engagement de nouveaux éléments pour compléter le dispositif. Et en l'occurrence, l'un des éléments qui a été sollicité, c'est l'évacuation sanitaire. Pourquoi maintenant c'est vécu comme un 2 poids 2 mesures? Parce qu'il y a des cas comme M. Ngankam. La prison est pleine de personnes qui n'ont pas la capacité de payer des soins à l'étranger, parce que ces soins, j'imagine, sont payés sont aux frais du détenu lui-même. Et ces personnes-là, comment ça se passe quand elles sont atteintes de maladies? Si la prison, il faut revenir au décret de 1992, la prison, elle institue la prison comme étant un lieu de sanction et de resocialisation. Et le Cameroun est signataire des règles minima de traitement des détenus arrêtés à Genève en 1955 et adoptées par le Conseil économique et social en 1957. Les règles minima à l'article 58 montrent que en fait l'individu qui va en prison doit sortir non seulement avec le désir de se resocialiser, mais également la capacité de se resocialiser. C'est-à-dire, il ne doit pas sortir de là incapable même de participer encore à la vie économique. Donc sa santé fait partie de ces prédispositions-là. Et si les citoyens comme M. Ngankam sont en prison et qu'ils ne peuvent pas bénéficier de ces services parce que le dispositif, le régime pénitentiaire n'est pas suffisamment
accompli, effectivement, ça pose un problème de 2 poids 2 mesures. Donc, le système carcéral serait donc un système où les pauvres ne retrouvent pas leur place, le peuple d'en bas ne retrouve pas sa place, et le peuple d'en haut continue d'être en haut, même dans les prisons. Et ça se voit maintenant avec le traitement qui est accordé à ces détenus. Il faut le dire, hein, c'est des détenus VIP. Déjà, ils habitent des prisons VIP, dans des cellules VIP. Maintenant, ils ont un traitement VIP. Ils sont malades, ils vont à l'étranger. Les autres, ils meurent dans les prisons. Vous voyez, M. Ngankam n'a même pas eu la possibilité d'avoir ces médicaments. C'est quelque chose qui remet en question le principe d'équité qui devrait régir même l'activité de la justice. Maître Tchakounte, pour arriver à l'évacuation, il faut qu'on ait fait le tour de nos hôpitaux. On a quand même des structures, on dit modernes. Hein, c'est vrai, nous avons des hôpitaux de référence. Et tout ça, pourquoi on en arrive jusqu'à l'évacuation à l'étranger? Et ça, je peux pas expliquer. Et la vérité qui est constante, c'est que le plateau technique des infirmeries de nos prisons sont suffisamment pauvres. Et généralement, en dehors des paracétamol, on ne trouve rien de bon. Vraiment rien de bon. Tout à l'heure, M. Ngankam vous a tendu la prescription qui lui vient du médecin. Et vous demandiez ce que c'est. Vous disiez que c'était une feuille d'agenda. Ça, c'est beaucoup. Dans certaines prisons, on ne trouve pas. Quand les prisonniers vous supplient de leur donner 100 francs pour qu'ils achètent un carnet, c'est incroyable. La loi fondamentale organisant le régime pénitentiaire dit que dans ces infirmeries, il est tenu un cahier spécial où il doit être mentionné les noms et autres de tous les détenus. Mais cette loi ne dit pas comment le détenu fait pour avoir un cahier, parce que normalement, chacun doit avoir son carnet. Ah oui. Et généralement, ils n'en ont pas, parce qu'ils sont tellement minables. Alors, lorsqu'ils ne peuvent pas se procurer un carnet, et je vous signale que généralement, quand ils y vont sans carnet, on les renvoie, hein. On dit va chercher ton carnet. Alors qu'il est là, il ne fait rien, il ne mange pas convenablement, il lui faut nécessairement un carnet. Et je ne peux pas vous dire combien retournent dans leur cellule pour attendre la mort parce qu'ils ne peuvent pas avoir un carnet. Et lorsqu'ils ont donc pu mendier pour obtenir un carnet, quels sont les soins qu'on leur administre? Généralement même, le médecin compétent, le plus proche de la prison, a l'obligation de faire des tours. Ce qui est assez rare, ce n'est pas toujours le cas. Alors, entre-temps, en attendant qu'il passe, qu'est-ce qu'on fait? L'infirmier qui est là n'a pas toujours ce qu'il faut. Il y a des gens qui donnent même des antibiotiques et autres. Parfois, ça prend des destinations inconnues, même du régisseur des lieux. Alors, le détenu est livré à lui-même. M. Ngankam a été très nanti pour pouvoir s'acheter des médicaments à l'extérieur. Je ne peux pas vous dire combien de détenus sont restés mourir sous mes yeux parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et lorsqu'on parlait même d'hospitalisation à une certaine époque, ils étaient couchés sur les bancs. On vous dit, je demande, et celui-là, on vous dit, maître, il est hospitalisé. Et qu'est-ce qu'il fait? Et on dit, maître, il n'a pas d'argent pour les médicaments. Alors, vous le gardez au lieu de la main. Il dit, maître, on attend quoi? On vous dit on attend la mort. Et le lendemain, quand vous revenez, on vous dit qu'il est décédé. Cette même loi vous dit que la prison doit être structurée de telle sorte que les détenus porteurs d'une maladie contagieuse soient isolés. Dans la plupart de nos prisons, on trouve des malades atteints de tuberculose. Et c'est une maladie contagieuse. Moi, j'ai trouvé certains qui se portaient garant pour garder le malade tuberculeux qui ne peut plus se lever. Et c'est avec privilège qu'il le fait parce qu'au moins il peut se coucher sous le lit du tuberculeux. Mais quand il reste là 1 semaine, 2 semaines après, lui aussi il est contaminé. Il est contaminé, il attrape et il est alité à côté de l'autre. Donc, moi je dis, les tests comme d'habitude sont chics dans notre nation, mais l'applicabilité fait problème. Et ce même texte, si vous permettez, dit d'abord que au moment de son incarcération, le détenu a droit à une visite médicale. Moi, j'ai accompagné plusieurs détenus à leur incarcération. Il n'a jamais été question de visite préalable à l'entrée. Et même pendant qu'ils sont là-bas, vous trouvez des gens. Moi, il y a une dame qui a été victime. Elle a reçu une balle à la jambe. Et on l'a gardée à l'hôpital à Quintini pendant plusieurs semaines.
Et elle n'a pas reçu un seul traitement parce qu'on estimait que c'était la compagne des braqueurs. Et après, on l'a sortie de là, on est allé la garder à la prison centrale de Nebel. Au moment où j'arrive sur elle, elle fait des escarres. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à bouger et elle était sur place. Donc le dos commençait à pourrir et elle était dans la prison. Tout ce qu'on lui donnait, c'était des paracétamol. Est-ce que les paracétamol soignent l'infection dont elle souffrait? Est-ce que les paracétamol enlèvent la balle qu'elle portait dans sa jambe? J'ai dû faire des pieds et les mains pour la sortir et la soigner. Et je vous dis que ce n'était pas aux frais de l'État du Cameroun. Or, tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait des textes, des lois d'accompagnement. Non, il y a le code de procédure pénale qui fait obligation à l'État du Cameroun qui prive les détenus de leur liberté d'en prendre soin. Ça veut dire que l'État qui les met dans l'impossibilité de manger, de se vêtir, de se soigner, doit le faire pendant que tous sont gardés. Mais qu'en est-il? Il n'y a pas que les détenus, il y a même ceux qui sont gardés en cellule. Toute personne privée de sa liberté au Cameroun doit en principe être à la charge de l'État du Cameroun. Mais si vous les laissez, c'est tant pis pour vous. Okay. C'est tant pis pour vous. Valérie Manguené, devant ce tableau, ça c'est, je crois que Maître, elle sait de quoi elle parle. Hein. Elle travaille depuis plusieurs années oui, depuis dans le milieu carcéral. Depuis plusieurs années. Vous avez dit que c'est l'appréciation. Oui, je voudrais même commencer par le B à bas. Cette loi dit que le détenu, chaque détenu a droit à un bain à l'heure chaude. C'est pas toujours vrai, hein. C'est pas toujours vrai parce que parfois il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau. Et même quand l'eau coule un peu, les plus forts viennent arracher celle qui a été puisée par les plus forts. Donc, tout ça, c'est du beau texte, mais la pratique fait problème. Ok. J'attendais avec soumission que Maître Tchakounte termine sa liturgie. Cependant, ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je voudrais dire ici aux représentants du MRC Basse de ne pas penser que tous les sujets en réalité sont sujets à politique. Il ne faut pas toujours tout politiser. Nous sommes dans un débat citoyen. Nous ne pouvons pas peindre un mur qui est blanc en bleu. Nous recherchons tous à comprendre où est-ce qu'il peut y avoir des défaillances et comment pallier à ces défaillances. Donc je voudrais déjà rassurer M. Gamgam que le hasard du plateau me met face à lui, mais la vie politique de ce pays ne met pas le RDPC face au MRC. Il faut qu'il le sache. Chacun joue dans sa cour. Cependant, pour revenir à la question, celle qui nous intéresse, Maître Tchakounte a ici, avec brio, par moments avec excès, elle a essayé de peindre le quotidien de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire de nos prisons. Lors des mutineries, vous vous souvenez très bien, du 22 juillet, parce que nous parlons ici du caractère sanitaire de nos prisons, vous avez en entame de plateau ressorti un nom, c'est-à-dire le prévenu Inoni Ephraim. Il est ici à relever que c'est lors de cette mutinerie que cet ancien secrétaire général adjoint de la présidence a été attaqué. Le Premier ministre. Premier ministre. Il a aussi été secrétaire général adjoint à la présidence. Donc, c'est suite à cette attaque que son cas s'est dégradé. Et sa famille a pris sur elle de demander une autorisation d'évacuation sanitaire. J'étais dans le cadre... Vous dites son cas s'est dégradé. C'est vous, oui. Vous dites son cas s'est dégradé, ça veut dire qu'il était déjà malade, Valérie? Il était déjà souffrant. Ok. Donc, sa famille a pris sur elle de demander une autorisation d'évacuation. J'étais dans le cadre de l'évacuation sanitaire telle que prescrite ou telle que vous l'avez dit à l'entame de l'émission. Maintenant, nous sommes dans le cadre interne à nos prisons. Et il faut le savoir, dans le cadre de l'évacuation, le Centre national de la santé, si vous me permettez, au vu du cas du patient, prend d'abord sur lui de savoir, après examen et expertise, prend sur elle de savoir si dans le pays, dans la région, il n'existerait pas une compétence ou alors une compétence médicale qui puisse soigner ce patient. Ce n'est qu'à cette condition même que cette autorisation est revalidée
et repart au niveau de la présidence. Et je le dis encore ici, sous le poids du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Le sociologue sur le plateau a parlé tout à l'heure, le pouvoir discrétionnaire du président de la République ne souffre pas d'un arbitraire, il souffre d'une appréciation. Maintenant, l'appréciation à votre niveau de sociologue peut être arbitraire. Ça, c'est un débat que l'on peut ouvrir, mais ce n'est pas l'objet de la thématique. Pour revenir maintenant sur le cas interne, je me félicite que Maître Chakounté nous ait quand même dit que ce détenu qui avait pris une balle, elle a réussi à le ressortir de la prison pour le soigner. Ça veut donc dire qu'il y a des cas pour lesquels on peut avoir une heureuse épilogue. Un heureux épilogue. Simplement, je voudrais, à l'attention des populations qui nous suivent, dire ceci. Il n'a jamais été question sur ce plateau de dire que l'environnement dans le milieu carcéral est rose. Il me souvient qu'après les émeutes du 22 juillet à la prison de Yaoundé et à la prison de Bouya, le chef de l'État a prescrit un certain type de directives à l'endroit de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice. Parce que le principal problème, sinon la principale cause du problème sanitaire dans nos prisons, heureusement, si je peux me permettre, je m'en félicite encore, qui n'est pas une exclusivité du Cameroun, parce que si vous regardez les sujets qui sont traités à l'étranger, vous verrez que le milieu carcéral a toujours ce problème entre la santé, la sécurité même des prisonniers. Il faut le savoir, la sécurité même des prisonniers est un problème. Donc le chef de l'État a prescrit un certain type de directives, parce qu'effectivement, le problème sanitaire ne peut pas être évacué du problème pléthorique de nos prisons. Lorsqu'il demande une accélération des procédures judiciaires, c'est parce qu'on ne peut pas, il n'est pas concevable que dans un pays, nous ayons plus de la moitié des pensionnaires actuellement de ces univers carcéraux qui soient encore en attente de jugement. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, il a prescrit au ministre de la Justice et de l'administration pénitentiaire de pouvoir étendre les locaux actuels de toutes les prisons. Parce qu'effectivement, il faut, en termes d'accueil, pouvoir répondre à la problématique qui est celle de l'entretien et de la sécurité des prisonniers. Donc, je voudrais ici dire à Maître Chakounté, même si ce n'est pas un débat entre elle et moi, qu'il n'est pas question ici de pouvoir éluder la réalité de nos prisons. Mais comme on dit au quartier, je ne voudrais pas juger, mais avant de regarder, nous sommes tombés. Regardons, on a cogné le pied. L'univers carcéral, je vous le concède, n'est pas un hôtel. Il est un centre, comme l'a dit le sociologue, de réhabilitation et de resocialisation. Cependant, la réalité de cet univers... Réhabilitation et resocialisation. Oui, maître. C'est la définition que vous donnez, ou alors c'est ce n'est pas la définition que je donne. Je suis en train de décrire ce que peut être l'univers carcéral. Ce que devait être l'univers carcéral. Donc c'est ce que je suis en train de dire. J'espère qu'on se comprend. Donc à ce niveau, il était question pour moi de faire des réquisitions, monsieur autour sur la question. Donc que ce soit le carnet que nous a brandi le représentant du MRC Basse, nous savons dans quelle optique cela est fait. Nous ne pouvons pas ici questionner les faits parce que nous n'avons que sa version, mais j'estime cependant qu'effectivement, dans la même ligne que les directives prescrites par le chef de l'État, qu'il y a un certain type de réforme que nous devons mettre en place dans l'univers carcéral. Jonathan Batenguele, pour revenir au cas de Chief Ephraim Inoni, et comme l'a relevé Valérie Mandenguer, la situation de son état de santé s'est dégradée après il a été attaqué dans la nuit du 22 juillet. 21-22 juillet. Il se pourrait sa famille ait introduit cette demande pour qu'il soit évacué à l'étranger. Est-ce que pour ce cas-là, ça peut aboutir? Ce cas-là aussi, ça peut aboutir. C'est déjà en train de prospérer parce que le traitement qui en est fait déjà, quand vous regardez la presse locale, donne à croire que pour le Premier ministre Ephraim Inoni, c'est dans les jours à venir que ça va arriver. Même si Valérie va prendre comme si c'était des arguments qu'il va défendre, non. Il n'y a pas Valérie et Maître Chakounté, Valérie et M. Ngankam, Valérie, non. Ce n'est pas un débat entre vous et les autres. Il s'agit, comme vous avez dit, de la situation. Effectivement. C'est clair. M. Yves-Michel Fotso a été évacué. M. Inoni Ephraim est en cours de subir le même sort.
Mais est-ce que ces conditions sont équitables pour l'ensemble des citoyens? Valérie a parlé de l'appréciation du chef de l'État. Quand on parle d'appréciation, on parle d'un critère subjectif. Comment est-ce que Serge Alain ici apprécie le carnet qui lui a été présenté tout à l'heure? Ça devient subjectif. Pour toi, Valérie, tout à l'heure, ce n'était pas, c'était une mise en scène. Pour Serge, c'était scandaleux. C'est un papier volant. Volant. C'est ça l'appréciation. Restons dans l'appréciation. C'est ça l'appréciation. C'est subjectif. C'est ça qui fait intervenir l'arbitraire. Parce que c'est l'individu qui apprécie, qui détermine à quel moment il faut impulser un certain timing ou un certain qualificatif à la chose qui est appréciée. Est-ce que cela est reconnu par la législation, M. Batenguele? Est-ce que cela est reconnu dans les prérogatives du chef de l'État? Si cela est reconnu, le débat n'a plus lieu. C'est une tempête dans un verre d'eau. J'ai dit, est-ce que c'est reconnu? Je vous pose la question. Je vous relance sur la même question. Ok. J'apprécie la question. Maintenant, revenons sur l'élément. L'évacuation sanitaire n'est pas une appréciation du chef de l'État, à que je sache. La Constitution ne lui donne pas le droit de l'appréciation de l'évacuation sanitaire. Ça lui confère un certain nombre de pouvoirs spéciaux qui doivent être utilisés en situation spéciale. Pour le cas du régime pénitentiaire, il y a une loi, il y a un décret qu'il a pris, qui est complété effectivement par le code de procédure pénale et qui devrait normalement se mettre en action sans besoin qu'on eût recours à lui. S'il faille encore revenir à lui, ça veut dire que lui, il est capable d'outrepasser même les dispositions légales qui sont mises sur pied. Si on va dans votre sens, voilà comment on lirait sa position. Mais maintenant, si on reste dans l'esprit, et je vais peut-être vous aider là-dessus, c'est que le dispositif en question est un dispositif qui est dans l'esprit de la continuité colonialiste. C'est les administrateurs qui étaient au Cameroun qui ont mis en place ce dispositif pénitentiaire. Et c'est à eux que revenait l'appréciation de mettre donc ces gens en prison ou bien de les faire sortir. C'est cet état d'esprit qui est resté chez le législateur. Et dans le cas d'espèce, c'est l'exécutif qui a été le premier à légiférer dans le domaine. Vous ne pouvez pas exclure le fait que cette disposition permette encore qu'il y ait l'arbitraire. Il faudrait que ce soit résolu très vite. Et en plus, s'il faut même s'en tenir à ce qu'il a déjà pris comme disposition, il y a le régime pénitentiaire qui prévoit ce que Maître a dit, les éléments du plateau technique, l'infirmerie. Vous parlez il faut élargir la prison. Est-ce que quand on va élargir la prison ou bien créer une nouvelle prison à PK21, ça va traiter le malade qui est actuellement à Neubel? Il ne sera pas traité. Ça va répondre au problème de surpopulation carcérale. Oui, mais est-ce que ça traite? Qui est l'une on parle de la santé. Est-ce que ça va? Sanitaire à milieu carcéral. Vous faites du débat périphérique, un débat essentiel. Or, nous sommes à l'essentiel. L'essentiel, c'est la santé dans les prisons. Et dans le cas d'espèce, comment une infirmerie, vous-même vous voyez ça, c'est un papier de catalogue qui est utilisé comme carnet. Pour un prisonnier, il faudrait que je fasse... voilà le papier, Valérie. Voilà le papier. C'est une preuve palpable. Ce n'est pas son adhésion MRC. Ne regardez pas ça. Vous regardez le périphérique. Si vous regardez ça, vous n'allez pas voir le problème. J'ai interrogé la véracité de la chronologie des faits qui a été fait ici par M. Nkamkam. Je n'ai pas dit que ce n'est pas vrai. Mais je dis ceci... Connaissant l'idéologie, connaissant la moralité. Ça n'a rien à voir. Je crois que vous n'avez rien à voir. Je découvre moi, je le découvre sur le Permettez-moi de rester sur cette position. Maître Chakounté, vous pouvez effectivement, depuis que vous avez pris la parole, vous n'avez qu'une tangente. Donc, vous pouvez rester dans cette tangente. Les populations qui nous suivent comprennent très bien je parle de ce que je vis. Je parle de ce que je vis. Je n'ai pas de tendance, monsieur. Vous pouvez rester à niveau là. Valérie, je suis désolé. Je ne connais le MRC ni de près ni de loin. Non, on parle des prisonniers. On parle de la santé des prisonniers et ce que je dis est vrai, j'en ai les preuves. Voilà, merci. Supportez. Attendez que la question donc de la santé qui est essentielle. Que Jonathan termine. La question de la santé qui est essentielle ici n'est donc pas évacuée et ne peut pas être résolue dans les conditions actuelles. Pourquoi ?
Parce que les plateaux techniques de ces prisons ne sont pas relevés. Déjà que les plateaux techniques des hôpitaux conventionnels pour les personnes qui ne sont pas détenues ne sont pas dans les normes. Ces plateaux techniques-là, il faut les relever. Et il faut mettre des médecins au lieu d'avoir simplement l'infirmière. Parce que quand vous entendez, on hospitalise sur le banc. Non, parfois même il y a un médecin. Parfois, de temps en temps, il y a un médecin qui passe. Et qui fait son travail correctement. Bon. Ok. Donc, si les gens sont sur les bancs, voilà ce qui est le problème. Beaucoup, j'aimerais juste apporter cet élément. Si quelqu'un défend parce qu'il pense que ici c'est un problème idéologique, c'est qu'il se trompe. Monsieur Ephraim Enoni, monsieur Yves-Michel Fotso, je crois, monsieur Ephraim Enoni était un des grands leaders du parti au pouvoir, RDPC. Il a commis un ensemble de délits qui l'ont amené en prison. Et cette personne ne savait pas, pour son cas, qu'il vivrait un tel calvaire. On n'est pas ici pour défendre un système, on est là pour discuter d'une question qui intéresse l'opinion publique nationale. Et c'est une question sociale. Si on en fait un débat politique, on risque de perdre de vue l'essentiel. C'est la santé des prisonniers et c'est un sujet crucial. Ok. Gaëtan? Merci Serge Alain. Je voudrais déjà me féliciter en voyant l'état dans lequel est rentrée notre amie Valérie Mandégué. Mais cela ne va pas m'empêcher de dire ce qui est, c'est-à-dire la vérité. Je vais vous prendre notre cas de figure. À la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, que je connais parfaitement, pour y avoir passé 6 longs mois. Lorsque vous allez à l'infirmerie, après tout ce que je vous ai expliqué, après tous les documents y afférents que je vous ai présentés, quand on ne vous demande pas d'aller acheter vos médicaments dehors, il faut attendre parfois 3 jours, alors que vous êtes déjà très souffrant. Il faut attendre 3 jours pour que les missionnaires catholiques viennent vous donner des médicaments. Pourquoi on attend les missionnaires catholiques? Ils passent tous les 3 jours là-bas? Donc, souvent une périodicité que je ne maîtrise pas, mais ça tourne le plus autour de 3 jours. Pourquoi on en est arrivé là? Parce qu'au début de la collaboration entre l'Église catholique et l'administration pénitentiaire pour le cas de Yaoundé, les missionnaires arrivaient avec des médicaments qu'ils mettaient à la disposition des gardes prisonniers, des infirmiers là-bas. On imagine la suite. Merci. Vous avez compris en bon camerounais. Ça s'est passé comme ça se passe souvent, comme ça s'est passé avec les chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations, comme ça s'est passé avec beaucoup d'autres choses. Des gens se donnent les marches blanches aussi, n'oubliez pas. Citez tout, citez tout. Mais ça quoi avoir? Qu'est-ce que la canne a à voir avec le débat? Qu'est-ce que la canne a à voir avec le vous êtes allergique à ma parole, mais vous êtes confiant avec la parole de M. Il a parlé de la canne. Qu'est-ce que la canne a à voir avec le débat de ce soir? Il a parlé du détournement de la canne. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Permettez-moi aussi de rebondir. Et il parle du détournement des médicaments dans les prisons. Ce qui n'a rien à voir avec la canne. Donc permettez-moi aussi de rebondir lorsqu'il parle de la canne. Wow. Si vous pouvez concilier cela, concilier aussi cela pour moi. Pourquoi ça vous Merci. Pourquoi ça vous choque jusqu'à ce point, Valérie? Non, je ne suis pas choqué. J'étais donc, c'est vous qui politiquez tout. J'étais donc en train de dire ceci. Allez-y donc, Gaëtan. Sans vouloir polémiquer, je disais donc que Serge Alain, lorsque les médicaments arrivaient, ça prenait la même voie que les milliards débloqués pour l'organisation de la Coupe d'Afrique ont pris. C'est la raison pour laquelle ces missionnaires ont décidé de venir eux-mêmes faire le boulot. Alors, si entre lundi et mercredi, vous tombez malade, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'ils arrivent. Quand quelqu'un essaie de me dire que ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État d'ordonner une évacuation sanitaire, c'est bien beau. Sauf que nous avons eu des camarades, on veut nous empêcher de parler de nous, mais je crois que nous avons assez d'éléments pour aborder ce sujet. Nous avons eu le vice-président du MRC, Mamadou Mota, qui a vu son bras fracturé au sein d'une prison, alors qu'il était déjà poursuivi. On s'est permis, des gens se sont donné, n'est-ce pas, la liberté de le tabasser comme un animal. Il s'est retrouvé sans secours. Le chef de l'État n'a pas cru bon devoir ordonner qu'il, en tant qu'être humain, ait droit à des soins. Serge Tout, c'est le même Mamadou Mota qu'on voit dans une vidéo en pleine prison devant les émeutiers. Pourquoi est-ce qu'il fait preuve de mauvaise foi? C'est Mamadou Mota qui est devant les prisonniers
en train d'ameuter les prisonniers, en train d'ameuter la mutinerie. Et le traitement qui lui est dû. Centrale de Kondengui. Et lorsque c'est le cas, on le tabasse. Les mêmes. Et lorsque c'est le cas, on le tabasse. Que plusieurs prisonniers. Il n'y a pas eu que Mamadou Mota. Vous vous souvenez que l'ancien président de la FECAFOOT, Iya Mohamed, a été évacué. Vous vous souvenez que M. Hubert Olangenawono a été évacué. Donc il ne faut pas, vous nous dites ceci, on est dans infiltré. Nous sommes dans un cadre d'un débat citoyen, restons dans le débat citoyen, évitons de le politiser. Si vous voulez parler de Mamadou Mota, on va donner une liste de tous ces prisonniers, c'est ce soir-là qui ont aussi eu à encaisser, monsieur. Vous n'avez pas le monopole de la citoyenneté, monsieur. Vous ne me direz pas, vous ne me dites pas comment j'interviens dans ce débat. Allez-y, continuez par votre attitude. Monsieur Valéry Mandégué, je vais donc finir en précisant, et je crois que ça a d'ailleurs été l'objet de ma première intervention, que tout cela est arbitraire et on assiste à un 2 poids 2 mesures. Je prends un dernier cas. Lorsque nous étions au CED, parce avant d'arriver à la prison centrale, j'ai eu, je dis aujourd'hui, le privilège de séjourner au CED pendant 2 semaines. Je crois que si vous faites une nuit là-bas, si sur un plateau, vous n'arrivez pas à vous tenir, si vous passez une nuit au CED, vous périssez. J'ai fait 2 semaines là-bas et j'ai eu l'occasion de côtoyer Yves-Michel Fotso dont on parle aujourd'hui. J'étais souffrant, j'avais pris une balle, vous vous en souvenez. Je n'étais d'ailleurs pas le seul. Mais je suis resté dans ma cellule quand on est venu exfiltrer Yves-Michel Fotso pour la mener à l'hôpital de la Caisse. Alors qu'on arrête de venir sur le plateau jouer aux anges. On parle, vous avez dit, c'est un débat citoyen. Et on parle donc des citoyens camerounais. Sauf si vous nous dites que Mamadou Mota n'est pas citoyen camerounais ou que je ne suis pas citoyen camerounais. Monsieur Valéry Mandégué, j'y ai été et je vous précise que ce que vous appelez pouvoir discrétionnaire du chef de l'État est une manœuvre pour offrir des faveurs à des petits copains. Vous avez parlé de Yves-Michel Fotso, vous parlez maintenant de Inoni Ephraim et des autres. Citez-moi un autre qui n'est pas militant ou ancien militant du RDPC qui a profité de ces largesses du président de la République et je me lève ou alors je présente des excuses aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà. Respectez-la. Maître Tchakouté, lorsque vous suivez Gaëtan, il parle, Yves-Michel Fotso était à l'hôpital de la Caisse. Donc, aujourd'hui, qui se retrouve au Maroc, c'est peut-être normal. Peut-être parce que le plateau technique au Cameroun n'a pas pu donner satisfaction à Yves-Michel Fotso. Mais certainement, parce que pour aboutir à une évacuation sanitaire, il faut rapporter la preuve de ce que le plateau technique national n'est pas suffisant. Et à cet effet, on peut à juste titre ou alors, comme par mascarade, commencer par les hôpitaux nationaux et pour parvenir à un but qu'on s'est fixé. Mais moi, je dis... Pourquoi vous parlez de mascarade? Ben, nous sommes Camerounais. Je parle de mascarade parce que on peut aller à l'hôpital de la CNPS parce qu'on a besoin de constituer un dossier. Nous savons comment ça se passe. Même lorsque un détenu veut fuir la prison pour se faire interner dans un hôpital, ils sont nombreux qui le font. Donc, on commence par des visites à l'intérieur de la prison, bien que n'attendant aucun traitement de l'autorité qui y est. Par la suite, on sort, on reçoit plusieurs visites, on fait plusieurs visites, soit à l'hôpital de la Quintini, soit à l'hôpital de la Caisse. Et comme ça, on a une évolution qui permet d'accéder à l'étape supérieure. Ok, merci. On revient. Madame, Monsieur, nous allons observer notre première pause, le temps d'aller à la rencontre de Nadine Yambou pour les titres du 20h. Nadine Yambou au sommaire ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Lerotou et bonsoir à vos invités. Au menu du 20h ce soir, nous vous présenterons les images de l'attaque du convoi du gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun alors qu'il se rendait à Fondon dans le Boyo donc pour apporter un soutien matériel aux populations de cette partie du pays secouée par une crise anglophone. Et toujours dans ce chaudron de la crise anglophone, nous vous présenterons également le visage de quelques écoles à quelques heures seulement de la rentrée scolaire 2019-2020. Les multiples appels des pouvoirs publics, d'autorités locales semblent n'avoir pas convaincu l'ensemble de la communauté éducative. La plupart de ces écoles sont restées fermées durant ces préparatifs de la rentrée scolaire dans cette partie du pays. Et le ministre de la Défense qui a tenu ce jour une réunion de sécurité du côté de Yaoundé en vue donc de faire le point sur la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun à
suivre au journal les résolutions de cette réunion. C'est Alain Otto. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Madame, Monsieur, ce sera toujours avec le même plaisir, avec les mêmes intervenants. Tout de suite, donc, Madame, Monsieur, c'est la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir. Si vous nous rejoignez à l'instant, Madame, Monsieur, c'est Equinox Soir, deuxième partie. Le temps du débrief, toujours en compagnie de Valérie Mandengue, Gaëtan Gankam, Maître Charlotte Tchakounte et Jonathan Batengene. Jonathan Batengene, des tirs à l'aller comme au retour sur le convoi de Adolphe Lélé l'Afrique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? J'ai dit énième fois que le convoi du gouverneur est attaqué. Oui, ça rappelle que même le convoi du ministre de la Défense, donc celui qui est le patron de la défense au Cameroun, a été attaqué. Bon, ça signifie que les sécessionnistes, qui sont des combattants aujourd'hui armés, sont en train de vouloir donner le temps par rapport au mot sur la rentrée qui est en train d'être passée, c'est-à-dire qu'une rentrée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non, je vais simplement dire que dans une république où l'État qui est souverain, et quand on parle de souveraineté, c'est la maîtrise de l'ensemble du territoire. L'État qui est souverain oriente les choses. Normalement, de manière républicaine, les populations devraient adhérer au projet qui leur est présenté. Pour le cas de la rentrée, ça devrait être ça, la normale sur l'ensemble du territoire national. Mais puisqu'il s'agit justement d'un groupement, d'un groupuscule sécessionniste qui revendique une certaine autonomie de son territoire, même si on sait qu'aujourd'hui ce groupuscule n'est plus soutenu comme il a été au départ, ils veulent passer le message que nous sommes encore forts, nous sommes là, nous allons jouer les troubles faits, nous allons jouer notre carte à fond, nous sommes prêts à payer le prix fort. Et ça veut dire que les prochains jours qui vont suivre la rentrée, et même le jour de la rentrée, il ne serait pas surprenant d'entendre qu'il y a eu des combats assez féroces, parce que je suis sûr que le dispositif sécuritaire qui va être mis en place sera un dispositif pour simplement venir réaffirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et donc, si ces sécessionnistes ont vu que leur attaque était un message, eh bien, je pense qu'il y aura une réponse assez conséquente pour réaffirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire, ce que moi-même, je souhaiterais voir. Gaëtan Gankam, le gouverneur qui est ainsi attaqué, ça doit être la deuxième ou la troisième fois, hein? Mais ça fait plus d'une fois quand même que Adolphe Lélé l'Afrique, son convoi est attaqué. Qu'est-ce que pour vous ça signifie? Pour le MRC et les alliés, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que M. Biya a hérité d'un pays qui était jadis un îlot de paix et de stabilité. Et aujourd'hui, on a comme impression qu'il va nous léguer en héritage un pays en déliquescence. J'ai un pincement au cœur. Vous lisez l'émotion sur mon attitude et sur mon visage. Je me demande si c'est le Cameroun. Ce que j'ai vu, les images sont assez choquantes. Et comme d'habitude, j'ai envie de me poser une question. Comment en est-on arrivé là? Je crois quand même que cette crise est partie d'une revendication qui était pacifique. Sauf si j'ai raté quelque chose, mais j'ai comme impression que c'est parti d'une revendication qui a été reprimée violemment et on assiste depuis 3 ans à ce spectacle désolant dans les 2 régions anglophones de notre pays. Le MRC et ses alliés jusqu'aujourd'hui restent fidèles à sa ligne de départ, à savoir l'organisation d'un dialogue inclusif, sans condition. Sauf que il nous semble qu'en face, on a affaire à des personnes qui n'ont pas du tout envie de voir cette crise se régler. Parce que, eh bien, c'est l'impression que nous avons, des personnes tapées dans l'ombre profiteraient
de cette situation. Il y a des personnes qui font fortune, à ce qui nous semble, de l'infortune des pauvres citoyens du nord-ouest et du sud-ouest. Et aujourd'hui, on n'a pas fini de compter les morts. On a comme impression que ça va continuer parce que les images que j'ai vues n'augurent pas des lendemains meilleurs. On a même envie de se dire que on a franchi un cap dans cette guerre-là. Et nous nous disons qu'il est enfin temps de s'arrêter et de revoir ses stratégies, de redéfinir ses stratégies de part et d'autre. Oui. Aussi bien du côté du gouvernement que des sécessionnistes. C'est le Cameroun qui est en train de perdre. Ok. Et Valérie Mandégué, dans le même journal de Nadine Yambou, tout à l'heure, le gouverneur, non, je commence par le ministre Joseph Betty-Assommo, parlant du nord-ouest et du sud-ouest, il dit la situation sécuritaire est précaire. Le gouverneur Adolphe Lélé l'Afrique parle d'une situation sécuritaire sous contrôle. Monsieur Serge Tout, lorsqu'on aborde la crise sécuritaire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, je voudrais que lorsque nous allons prendre la parole ici, nous la prenions avec beaucoup de sérieux. 22 septembre 2017. Tuer plus de policiers, vous aurez plus de primes. Vous savez de qui était cette phrase? Depuis le Nigeria voisin, Sisiku Ayuk Tabe. Le 22 janvier 2018, vous vous souvenez, on avait été ici dans le cadre d'un débat où, à balles réelles, cette horde de hors-la-loi tirait sur des élèves d'une école presbytérienne. Lorsque, la semaine passée, la justice camerounaise a condamné Sisiku Ayuk Tabe, le 20 août, j'étais à mon domicile et j'ai fait une prière. Et dans cette prière, j'y ai mis la veuve et les enfants du sous-préfet de Batibo. J'y ai mis la veuve et les enfants du délégué régional des affaires sociales pour la région du Nord-Ouest, ainsi que tous les soldats qui sont tombés, tous les enseignants qui sont tombés. Cette crise n'a qu'un seul nom: Sisiku Ayuk Tabe. C'est cet homme qui, avec une horde de personnes autour de lui, ont décidé dans une salle qu'il était temps d'attaquer l'indivisibilité de notre nation. Lorsque je vous demandais, lorsque je disais tout à l'heure que nous soyons un peu sérieux, c'est que nous ne devons pas rester prisonniers de nos chaînes politiques. Monsieur Otou, nous sommes tous parents. Qui peut comprendre qu'un enfant fasse 3 ans à l'école, à la maison? Aujourd'hui, dans les rangs de ces milices, vous retrouvez des enfants. Nous avons un phénomène actuellement au Cameroun d'enfants soldats. Le droit à l'éducation est un droit qui ne souffre d'aucune discussion, d'aucun débat préalable. D'où vient-il donc que, ici sur un plateau, devant des millions de téléspectateurs qui nous suivent, au Cameroun, à l'étranger, on nous parle d'un dialogue inclusif? Quel dialogue inclusif? Puisque lorsqu'on va sur la table des négociations, vous avez 2 visions qui s'entrechoquent. Mais le point de compromis, de consensus permet de sortir, permet de créer une désescalade. Vous voulez, le MRC, fidèle à sa position, nous dire ici qu'il faut un dialogue sans condition. Serge Otou, vous êtes un journaliste chevronné. S'il vous plaît, dites-moi dans quel état du monde vous avez vu un État baisser les armes devant une agression terroriste? Où est-ce que vous avez vu cela? Mais on est en train de nous dire qu'il faut implémenter cela chez nous. Je voudrais ajouter ceci. La représentante
de l'ONU, Madame... Bachelet? Non, au Cameroun, résidente au Cameroun, Madame Baochi, le 18 août, son convoi a été attaqué. Elle allait dans le sud-ouest aider des nécessiteux. Ils ont attaqué le convoi officiel de l'ONU au Cameroun. Je vais donc reposer la question. Pas à vous, M. Ngankam, pas à M. Batengene, pas à Maître Tchakounte. Je vais reposer la question aux millions de Camerounais qui nous suivent. Quel est le cadre de dialogue que nous pouvons établir avec des gens qui n'ont qu'un seul programme? C'est la sécession. Tout ce que vous voulez mettre autour, puisque des premiers contacts ont été effectués à Zurich en Suisse, certains ont participé aux premiers contacts qui ont été faits. Ayabacho Lucas, ce nom vous dit quelque chose, M. Gamgam? Je ne le connais pas. Ok, je vais donc vous dire. Il y a 2 jours, il est ce qu'ils appellent President of ADF, Ambazonia Defense Force. Il a fait une publication il y a 2 jours sur sa page. C'est un résident norvégien d'origine camerounaise. Il y aura guerre tant que nous n'aurons pas de sécession. Il finance l'achat des armes, il finance la mutilation des personnes et des familles de la CDC qui aujourd'hui est pratiquement en arrêt total. Monsieur Gaka, vous pouvez imaginer ce que c'est que 1000 familles qui sont déplumées de ce qu'ils ont en termes d'emploi. Ça c'est 1000 personnes, mais 1000 personnes corrélativement, c'est pratiquement 2000 à 3000 familles. Donc lorsque nous arrivons pour des sujets sérieux, M. Gangam, enlevons la casquette politique. Il s'agit du Cameroun. Nous parlons du Cameroun. Je vais juste chuter en disant ceci, M. Serge. Il y a une semaine, le nord du Mali a été le nord du Burkina Faso a été attaqué. Il y a eu près d'une quinzaine de forces de défense burkinabés qui ont été tuées. Est-ce que c'est parce que le président burkinabé actuellement n'a pas en tête de remettre le pays comme il a reçu? Donc, le terrorisme est un fait mondial. Le Cameroun n'est pas ce Jupiter. Nous sommes frappés, nous parlons du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons l'extrême nord avec Boko Haram et nous avons l'est avec la Séléka. Donc, soyons un peu sérieux. Et, un temps soit peu, respectons la douleur de ces millions de Camerounais. Monsieur... Oui, allez-y, donc d'abord, avant M. Tchakounte. Monsieur Valéry, je suis impressionné à chaque fois que vous prenez la parole. Je ne sais pas, si je dis votre mauvaise foi, vous allez encore plus vous sentir mal. Je ne le dirai donc pas. Je ne sais pas qui a dit qu'il se félicitait, qu'il se contentait du nombre de morts qu'il y a dans le nord-ouest. Nous sommes même plutôt en train de tirer la sonnette d'alarme, ce qui ne semble pas être votre cas, cher monsieur. Nous sommes en train de dire, le MRC et les alliés, que cette guerre a assez duré. Mais vous avez dit, en Mondovision, et les téléspectateurs ont bien saisi ce que vous avez dit, que vous ne comptez pas dialoguer. Je voudrais mettre quiconque au défi, qu'on me montre un seul pays au monde, parce qu'on nous dit que le terrorisme est un phénomène mondial. Mais qu'on me donne l'exemple d'un seul pays où on a résolu de telles crises par la violence. On ne répond pas au feu par le feu, monsieur Valéry Mandengue. On ne répond pas à la violence par la violence. Quand cette affaire commence, je l'ai bien mentionné tout à l'heure, c'était des revendications corporatistes. Quelle était la réponse du régime que vous défendez bec et ongle? Je veux bien avoir une réponse. Quelle était la réponse de votre gouvernement face à ces revendications corporatistes? C'était une répression violente. Alors, on continue aujourd'hui de répression en répression. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, je ne vous ai jamais coupé. Non, j'attends. Je ne vous ai jamais coupé. Vous m'avez cité une intervention, une réaction de Mancho BBC depuis son exil d'alors au Nigeria en 2017. Monsieur, j'ai bien suivi. Il a parlé de Mancho BBC en 2017 depuis le Nigeria. C'est enfin qu'il a parlé de Ayub Tabe depuis le Nigeria. Ah oui, désolé. Je veux parler de Sissoko. Voilà, pas Mancho. Sissoko Ayub Tabe qui a lancé un appel depuis le Nigeria pour le meurtre des policiers. L'assassinat des policiers. C'est possible, sauf que c'est en 2017. Et on se souvient que la crise anglophone n'a pas commencé en 2017. Je suis en train de dire, je signe et je persiste. On ne va pas régler ce problème militairement, parce qu'on n'a pas réglé le conflit frontalier entre le Cameroun et le Nigeria au front. Parce que la guerre
la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toutes ces crises-là qui ont secoué le monde ne se sont pas réglées au front, mais autour d'une table. S'il n'y a pas de table au Cameroun, je suis prêt à acheter une table pour que les enfants du Cameroun s'asseyent autour de celle-ci pour régler leurs différends. Mais comme vous n'aimez pas le dialogue, comme vous avez le monopole de la violence légitime en tant qu'État, eh bien, allez-y. Sauf que nous avons l'impression que cette méthode-là ne paye pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la situation ne fait que se détériorer. On a vu le flux des populations qui sont parties du nord-ouest et du sud-ouest vers le reste du pays. Alors que les autres régions ne se portent pas déjà bien. Vous avez bien fait de mentionner la situation des régions septentrionales. Je voudrais ajouter à cela la région de l'Est. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on lègue comme héritage aux générations futures? Non, monsieur je dis encore, monsieur Biya a hérité d'un pays qui était en paix. Dites-lui, conseillez-le, parce que vous êtes son porte-voix sur ce plateau, qu'il fasse tout ce qu'il peut pour nous laisser le Cameroun au moins comme il était. Voilà, le débat, c'est pas entre vous. Monsieur Nganka, non. On va permettre, je vous en prie, on va permettre à Maître Tchakounté. Il fallait qu'on reprenne. Monsieur Nganka a dit des choses un peu graves. Que des gens qui n'ont pas la nationalité camerounaise, qui ne l'ont plus, ou du moins, se proposent de tenir un discours guerrier sur le Cameroun et que vous avez une posture de non-dialogue inclusif, ça pose un problème. Je n'ai pas dit vous voulez diriger. Non, dialogue, je pose une question. Vous voulez diriger quel État? L'État du Cameroun ou l'État qui a connu la partition après que ceux-là ont obtenu leur indépendance? Si nous voulions la partition, puisque vous m'avez posé une question, si vous me permettez, je réponds immédiatement. Si nous voulions la partition, nous ne serions pas en train d'appeler au dialogue. Vous pensez que les Espagnols et les Catalans ne connaissent pas le mot dialogue inclusif? Vous savez que M. Puigdemont aujourd'hui ne vit pas en Espagne à cause de la sécession? Aucun sécessionniste, monsieur, ce n'est pas une négociation. Ce que monsieur Mandingue dit est vrai. Ça n'existe nulle part, même pas les États-Unis. N'accepte qu'un citoyen américain qui a obtenu une autre nationalité ait un discours qui encourage la violence sur son territoire. C'est des anomalies et le Cameroun devrait demander à ces États de poursuivre ces citoyens, sinon de les traduire dans une cour de justice qui s'intéresse de ce genre de crime. Valérie, je ne peux pas vous laisser dire des choses, on fait dialogue inclusif, pas avec ce genre de personnes, monsieur. D'accord, il n'y aura pas de dialogue. Je vous en prie. Valérie, vous bouclez cette page rapidement. Vous êtes sociologue. On va passer à Maître Tchakounté. Allez-y, Valérie. Monsieur Serge, vous m'avez vu, je bouillissais, je voulais réagir. Mais vous savez, quand on est sur un plateau sérieux, on se doit aussi d'avoir un certain type de retenue. Il y a des personnes sérieuses qui nous regardent. Vous avez suivi le représentant du MRC Basse qui nous a expliqué ici, qui a pris 12 minutes de parole et qui ne nous a pas dit, et il est resté en réalité dans la ligne de complicité de ce mouvement terroriste. Vous n'avez pas vu dire un seul instant qu'il réclame que les sécessionnistes baissent les armes et que les enfants aillent à l'école. Tout ce qu'il a proposé durant 12 minutes d'horloge, ce n'était que du dilatoire. Et je vais donc vous expliquer en quelques secondes comment nous sommes arrivés à cela. Je vais vous prendre une image. L'évêque de Kumbo, il tient une assise officielle où il demande aux sécessionnistes de baisser les armes. 3 jours après, vous avez l'évêque de Kumba. Je pense que vous avez vu cette vidéo. L'évêque de Kumba qui est en train de bénir les sécessionnistes. Monsieur Serge, c'est donc ce jeu du chat et à la souris qui a mené à l'enlisement de ce que nous sommes en train de vivre. Quand nous avons des partis politiques qui prennent sur eux de devenir des avocats du sécessionnisme, c'est très grave. Il n'y a pas d'autre mot pour condamner. Quand des partis politiques, au vu aussi de tous les Camerounais, des enfants qui sont meurtris dans leur chair, deviennent des avocats de la sécession, même pas de façon dévoilée, de façon officielle. Parce que ce soit la ligne du parti du MRC qui a voulu depuis internationaliser ce débat, n'a jamais posé comme préalable que les sécessionnistes baissent les armes et permettent à nos enfants d'aller à l'école. C'est suffisamment grave, Serge. Merci, Maître Tchakounté. On a vu également cette image à Fondon où les populations, on va le dire comme ça, sans hésiter, ont boudé l'assistance humanitaire. On a vu le camion qui faisait partie du convoi, chargé de matelas et tout ça, mais les chaises sont restées vides.
C'est vrai que c'est alarmant et à partir de cette image, j'ai toutes les raisons de me demander si la rentrée scolaire sera effective dans ces zones. Aller offrir des dons aux gens qui souffrent et personne ne se présente, c'est des autorités qui le déclarent. Pour moi, c'est une attitude assez grave, c'est la preuve de ce que ces populations ne se sentent même pas en sécurité parce que certainement en les interrogeant, beaucoup vous diront on a peur de tels sécessionnistes, on a peur de ceci, on a peur. Ils ne sont pas venus par peur, c'est ce que vous voulez dire. Il n'y a pas que la peur. Ça, le terrorisme. Il y a même, il y a pas que Le terrorisme est d'abord mental. les populations peuvent être terrorisées. Et même, ça peut être l'expression de leur déception. Peut-être que ces populations attendent autre chose de la population, des autorités, et non les dons. Et ces gens-là souffrent depuis combien de temps pour qu'on vienne à un moment leur offrir matelas et sacs de classe pour faire quoi? Cela a toujours été fait, maître. Ça a été... Non, ça n'a pas toujours été fait. Je sais de quoi je parle. En tout cas, on n'en est pas là. Est-ce que la rentrée dans ce contexte est possible? Moi, je me pose des questions. Avec ce que j'ai vu, je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école parce qu'il y a une des personnalités qui dit... Donc vous êtes contre le back to school? Non, je suis pour le back to school. Écoutez, c'est un droit primordial. Mais pourquoi vous n'envoyez donc pas voter? Mais les circonstances, le contexte ne permet pas. Parce que lorsque le MINDEF dit nous osons croire que la reprise des choses va se faire, la reprise des classes, nous osons croire. Vous reprenez là le ministre de la Défense? Oui, je crois. Ou alors c'est le gouverneur qui parlait. Ça veut dire que lui-même n'a pas la conviction de ce que la rentrée peut avoir lieu. Et avec ce que nous avons vu, quelles sont les mesures qui sont prises? Est-ce qu'on va affecter une force de sécurité à chaque enfant? Les autorités peuvent garder les écoles, ça c'est certain, mais au sorti de là, d'ailleurs, le parent qui se permet d'envoyer son enfant à l'école, qu'est-ce qu'il ne va pas subir après? Vous êtes en train de diffuser le dogme de la peur. Non, écoutez monsieur, je suis en train de donner mon avis par rapport à ce que nous avons vu. Les images sont parlantes. Vous n'allez pas m'empêcher de voir ce que j'ai vu. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai vu. Les faits sont graves. Il y a lieu de s'inquiéter. Voilà, Valérie Mandengue, votre avis sur le back to school? Ça, on a suivi Maître Tchakounte et la peur au regard des images. Vous, sur le back to school, lundi? Mon regard sur le back to school est un regard républicain. Oui. La première des choses, déjà, nous voulons appeler les populations, celles qui nous suivent. Le terrorisme ne se nourrit que d'une seule chose, Monsieur Serge, c'est la peur. D'accord. Il se nourrit essentiellement de la peur. Ceux qui se réclament être aujourd'hui, entre guillemets, ambazoniens, sont des Camerounais. Sont des frères et des sœurs qui sont connus dans ces familles-là. Nous demandons, à l'image de ce qui a été fait à l'extrême nord, où Boko Haram est pratiquement réduit à sa simple expression, à ces populations de coopérer, à ces populations de ramener leur famille, de ramener leurs proches sur le droit chemin. Pour ce qui a été fait jusqu'à présent, je pense, il y a un nom, Yannick Kawakawa, ça vous dit quelque chose? Vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux? C'est un ancien général, entre guillemets, ambazonien. Il fait partie aujourd'hui des pratiquement 500 qui ont baissé les armes et qui aujourd'hui, au quotidien, pour lui, dans la région du sud-ouest, aident les autorités administratives à traquer ceux qui sont récalcitrants et à ramener ceux qui peuvent encore l'être. Okay. Parce que il ne faut pas perdre de vue, M. Serge, qui s'est créé une économie de guerre autour de ce qu'on fait. Ok, merci. 30 secondes, rapidement, quelqu'un, mais Jonathan, 30 secondes, on me fait des grands signes. Voilà, merci Serge. Alors, je voudrais dire de manière péremptoire que le MRC n'encourage pas les sécessionnistes. C'est bien ce que les autres souhaitent parce qu'ils sont très fiers de voir cette guerre perdurer. Nous prions nuit et jour pour que les différents belligérants reviennent en de meilleurs sentiments et que, comme je l'ai dit, on s'assied autour d'une table. Si des gens ne le souhaitent pas, je crains que cette guerre ne perdure. Jonathan, je suis pour le back to school. Oui. Et je comprends les raisons que Maître évoque, l'insécurité grandissante. Toutefois, je fais confiance, les sécessionnistes ne sont pas des êtres à part. Ils nous comprennent, d'autres regardent cette émission.
ceux d'entre eux qui peuvent encore avoir un sentiment humain, je demande pas républicain, sentiment humain, laissez les enfants aller à l'école. Cette éducation va vous permettre, si vous obtenez cette indépendance, d'avoir des personnes bien formées qui pourront relever votre État. Dans la mesure où vous ne gagnez pas également le combat, ce sera au moins des soutiens dans vos familles qui pourront vous apporter beaucoup de choses. Tous ceux que vous voyez ici sont allés à l'école, c'est pourquoi nous avons le droit de parler ici. D'autres personnes auraient souhaité l'avoir. Donnez cette chance à vos frères. Ok, merci. Je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais je ne suis pas d'accord pour la menace qui plane sur la tête des enseignants et autres. À l'impossible, nul n'est tenu. Face à une certaine insécurité, laissez aux enseignants de gérer leurs contradictions. Pourquoi? Ils ont un employeur, laissez-leur de gérer leurs contradictions. Lundi, c'est un grand jour. Que les professeurs prennent leur Merci. Lundi, c'est un grand jour. 2 septembre, nous serons là sur ce plateau Equinoxe Soir. Alors, messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinoxe Soir. Bonsoir, Grand Moulin.